Tout ce discours repose sur une illusion. Mercredi, à Davos, Donald Trump monte sur scène et parle comme s'il tenait la vérité brute entre ses mains. Mais selon cette vérification factuelle, une partie de ce qu'il affirme est faux, trompeur ou carrément réécrit. Et là, le piège est dangereux. Parce que quand tu répètes une histoire assez fort, assez vite, assez souvent, les gens arrêtent de vérifier. Ils commencent à ressentir. Écoute bien cette phrase. Trump dit que ce que les États-Unis ont obtenu de l'OTAN, c'est rien. Rien except to protect Europe. Sauf que le texte rappelle un détail que beaucoup oublient. Après le 11 septembre, l'OTAN a activé l'article 5 et des pays ont combattu aux côtés des Américains en Afghanistan. Il y a eu des morts. Le Danemark, par exemple, a perdu plus de 40 soldats. Et puis, il y a l'autre scène, presque surréaliste. Il parle du Groenland comme d'au piece of ice, un morceau de glace froid et mal situé. Mais ce n'est pas un décor vide. C'est une terre où vivent plus de 56 000 personnes. Et il ne les mentionne même pas. Mais voici le point que personne ne dit clairement. Si tu arrives à faire passer ces deux récits, tu peux ensuite justifier tout ce qui vient après. Et dans un instant, tu vas voir la phrase exacte qui transforme une erreur en stratégie. Tu vois le schéma maintenant. Ce n'est pas juste une série de phrases mal formulées, c'est une façon de cadrer le monde. À Davos, Trump ne donne pas toute l'histoire. Il en donne juste assez pour que ça sonne logique. Puis il pousse le reste à la vitesse de l'émotion. Le cœur de l'événement, c'est simple. Il prononce un discours au Forum économique mondial et il en profite pour marteler deux axes explosifs. D'abord, l'OTAN. Ensuite, le Groenland. Et dans les deux cas, le texte dit qu'il utilise des affirmations inexactes ou trompeuses pour renforcer une idée centrale. L'Amérique paie tout, l'Amérique se fait avoir et l'Amérique devrait reprendre le contrôle. Il insiste par exemple sur l'idée que les États-Unis auraient payé 100% de l'OTAN. Et il enchaîne avec une image encore plus brutale, comme si les autres pays ne payaient pas leurs factures. Sauf que, d'après le contenu, ce système ne fonctionne même pas comme ça. Il ne s'agit pas de factures envoyées à Washington. Il s'agit de dépenses nationales. Et c'est là que la question devient dérangeante. Si tu changes la définition de ce qu'est une alliance, est-ce que tu prépares le public à accepter une rupture? Ou pire, une prise de pouvoir déguisée en simple bon sens? Parce que maintenant, regarde ce qui se passe quand on vérifie les chiffres et ce que ça révèle vraiment. Voici la première chose à comprendre. Ce discours ne dérape pas au hasard. Il frappe là où les gens ne prennent plus le temps de vérifier. Et sur l'OTAN, Trump fait exactement ça. Il affirme que, je cite, « les États-Unis payaient virtuellement 100% de l'OTAN ». Il ajoute même « we paid for 100% of NATO ». C'est une phrase simple, facile à retenir, facile à répéter. Et elle crée immédiatement une colère automatique. Pourquoi on paierait pour tout le monde? Mais le texte donne un chiffre précis qui casse ce récit. Selon les données de l'OTAN, en 2024, les dépenses de défense américaines représentaient environ 63% du total de l'Alliance. Et en 2016, avant son premier mandat, c'était environ 72%. C'est énorme, oui, mais ce n'est pas 100%. Et ce détail n'est pas technique. Il change le sens de l'histoire. Encore plus intéressant, sur le budget organisationnel de l'OTAN, la contribution américaine est décrite comme environ 16% au moment où Trump revient au pouvoir en 2025. Pas 100, pas même la moitié. Et là, remarque ce qui manque dans sa version. Il ne dit pas « on est le plus gros contributeur, donc on a du poids ». Il dit « on paie tout, donc on se fait voler ». C'est une bascule psychologique. Et une fois que tu l'acceptes, la prochaine étape devient facile à vendre. Parce que si les chiffres ne collent pas, alors la vraie question est pourquoi raconter ça quand même? Et c'est ici que l'histoire accélère. Parce que Trump ne s'arrête pas à « on paie trop ». Il va plus loin. Il transforme une alliance militaire en une sorte de racket, comme si les autres pays étaient des mauvais payeurs et que l'Amérique serait le seul adulte dans la pièce. Il dit qu'avant lui, les pays de l'OTAN ne payaient pas leurs bills, comme si l'OTAN envoyait des factures, comme si l'Europe devait de l'argent à Washington. Sauf que le texte le rappelle clairement. L'objectif des 2% du PIB concerne les dépenses nationales de chaque pays, pas une dette envers les États-Unis. Il n'y a pas de facture à régler à l'Amérique. Ce n'est pas un abonnement. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que ce genre de récit n'est pas nouveau.
Dans l'histoire, quand tu veux affaiblir un système, tu commences par le décrire comme une arnaque. Tu répètes que c'est injuste. Tu répètes que ça ne marche pas. Et petit à petit, ce qui était impensable devient normal. Le texte ajoute un détail qui montre l'intensification. La cible de l'OTAN n'est même plus seulement 2%. Elle est relevée en 2025 à 3,5% sur le corps défense, plus 1,5% sur un ensemble plus large de sécurité. Donc, la pression monte. Les attentes montent, les tensions montent. Mais voici le vrai basculement. Ce qui était autrefois une discussion de chiffres devient une question d'identité. Qui protège qui? Qui doit quoi à qui? Et si tout le monde croit à cette version, alors la prochaine décision peut être présentée comme inévitable. Et maintenant, attends, parce que la preuve suivante est encore plus brutale et elle ne concerne pas l'OTAN. D'accord. Maintenant, on arrive à la partie la plus révélatrice, parce qu'ici, ce n'est plus une question de pourcentage, c'est une question de territoire. Et Trump, à Davos, joue avec une image qui paraît presque ridicule, mais qui cache une intention très sérieuse. Il parle du Groenland et le texte dit qu'il l'a même appelé Iceland à plusieurs reprises. Mais surtout, il le réduit à une formule choc. Il dit qu'il veut a piece of ice, un morceau de glace, froid et mal situé, qui pourrait jouer un rôle vital pour la paix mondiale et la protection du monde. C'est puissant parce que c'est simple. Ça transforme un endroit réel en objet stratégique, comme si tu pouvais le prendre, le déplacer, le posséder. Sauf que le texte rappelle un détail que cette phrase efface complètement. Le Groenland n'est pas un bloc vide. C'est une vaste masse terrestre où vivent plus de 56 000 personnes. Et il ne dit rien sur eux, rien sur leur opposition, rien sur le fait que, selon le contenu, la population locale est massivement opposée à une prise de contrôle américaine. Et ensuite vient la contradiction la plus lourde. Trump se plaint « After the war, we gave Greenland back to Denmark », comme si les États-Unis l'avaient possédé puis rendu par générosité. Sauf que le texte est clair, Greenland was never a US possession. L'accord de 1941 disait explicitement que le Danemark gardait la souveraineté. Voici la ligne qui change tout. Si tu arrives à faire croire qu'un territoire a déjà été à toi, alors tu peux présenter une future prise comme une simple récupération. Et c'est là que l'histoire devient beaucoup plus grande que Trump. Et maintenant, tout se met à s'empiler, parce que ce discours ne se limite pas à l'OTAN et au Groenland. Le texte dit qu'il a aussi répété de nombreuses affirmations déjà débunkées sur l'économie, les élections, la sécurité et même les guerres. Et quand tu empiles assez de récits contestés, tu obtiens quelque chose de très précis, une réalité alternative assez dense pour que les gens s'y installent. D'abord, il reparle de 2020 comme d'une élection rigged. Le texte tranche, il a perdu fair and square contre Joe Biden. Ensuite, il annonce des chiffres spectaculaires sur l'investissement, parlant de 18 trillions de dollars. Mais selon le contenu, ce chiffre est fictionnel. Et même le site de la Maison-Blanche utilise plutôt 9,6 trillions pour des annonces majeures, un chiffre qui serait lui-même wildly inflated. Puis il y a l'inflation. À un moment, il dit qu'il n'y en a virtually no. Puis il dit « no inflation ». Sauf que le texte donne une donnée concrète. En décembre 2025, les prix étaient en hausse de 2,7% sur un an. Et pendant que tu digères ça, il enchaîne sur l'essence, parlant de 1,95 et de numerous states sous les 2 $. Mais le texte dit qu'aucun État n'était sous à bout de 2,34 de moyenne et que les stations sous 2 $ sont scarces. Tout va trop vite, trop de chiffres, trop de certitudes. Et c'est exactement ça la mécanique. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe quand ce rythme continue? Et maintenant, on sort du décor de Davos, parce que ce genre de discours ne reste pas dans une salle de conférence. Il descend dans ta vie, dans tes conversations, dans ce que les gens finissent par accepter comme normal. Quand un président affirme qu'il n'y a no inflation, alors que le texte rappelle une hausse de 2,7% en décembre 2025, ça ne change pas juste un débat. Ça change ce que les gens ressentent quand ils paient. Parce que si tu as l'impression que tout va mieux officiellement, mais que toi, tu vois toujours les prix grimper, tu commences à te dire que quelqu'un ment. Et à ce moment-là, tu ne cherches plus la vérité.
tu cherches un camp. Même chose avec l'essence. Quand il dit que c'est 2,30 dans la plupart des États, puis 1,95 dans beaucoup d'endroits, tu comprends pourquoi ça frappe. Tout le monde veut entendre que ça baisse. Mais le texte explique que les stations sous 2 $ sont rarissimes, moins de 100 sur environ 150 000 suivis. Et ça, c'est le genre de détail que personne ne retient, sauf qu'il change tout. Et puis, il y a la sécurité. Il affirme que Washington, après sa prise en main fédérale des forces de l'ordre, est the safest place now in the United States. Le texte dit que la criminalité a baissé, oui, mais que la ville reste nowhere near the safest. Si ça te semble familier, dis-le en commentaire, parce que ce n'est pas seulement de la politique, c'est une bataille sur ce que tu crois être réel. Et dans un instant, tu vas comprendre pourquoi ce système récompense exactement ce genre de récit. Voici la partie la plus froide de toute cette histoire. Ce n'est pas une question de gaffe, ce n'est pas juste une question de style, c'est une question d'incitation. Parce que dans le monde réel, celui qui contrôle le récit contrôle le rythme. Et celui qui contrôle le rythme contrôle l'attention. Regarde comment le texte décrit la mécanique. Trump répète des affirmations long debunked. Il enchaîne des chiffres. Il simplifie des systèmes complexes en phrases émotionnelles. We got nothing. 100% of NATO, a piece of ice, no inflation. Ce sont des slogans. Et un slogan ne te demande pas de réfléchir, il te demande de réagir. Et quand tu réagis, tu partages, tu commentes, tu t'énerves, tu défends, tu attaques. Et là, la vérité devient secondaire. Ce qui compte, c'est l'attraction. Même sur les sujets techniques, il glisse une logique de spectacle. Le texte mentionne qu'il a répété une fausse idée sur l'IA et l'énergie, affirmant qu'il aurait eu l'idée que les infrastructures liées à l'intelligence artificielle pourraient construire leur propre centrale. Le contenu dit qu'il n'y a no basis pour prétendre que l'idée vient de lui. Mais remarque ce que ça produit, il se place comme l'origine de la solution. Même quand le fait est contesté, l'image reste. C'est ça, le mécanisme. Tu n'as pas besoin d'avoir raison sur chaque détail. Tu as juste besoin de créer une impression assez forte pour que le public se dise « lui, au moins, il agit ». Et maintenant, la dernière pièce du puzzle, c'est ce qui pourrait arriver ensuite. Alors voilà où on en est et voilà ce qui peut venir. Parce qu'après Davos, ce genre de discours ne s'évapore pas. Il prépare le terrain. Et à partir des éléments du texte, on peut voir 2 trajectoires possibles. Pas des certitudes, mais des directions. Première trajectoire, la normalisation. Plus ces affirmations circulent, plus elles deviennent vraies par répétition. L'idée que l'OTAN serait une charge injuste. L'idée que le Groenland serait un objet stratégique à prendre. L'idée qu'il n'y aurait no inflation. Même si le texte apporte des chiffres et des corrections, l'émotion, elle, se propage plus vite. Et quand l'émotion gagne, les décisions dures deviennent plus faciles à vendre. Deuxième trajectoire, la collision. Parce que les faits, eux, finissent par résister. Le texte rappelle que l'OTAN a activé l'article 5 après le 11 septembre, que les dépenses ne sont pas 100%, que le Groenland n'a jamais été possédé par les États-Unis, que les prix montent encore. Et si tu construis une stratégie sur des récits fragiles, tu risques un moment où tout craque en même temps. Alliés méfiants, marché nerveux, opinions divisées. Et le point le plus inquiétant, c'est que l'incertitude elle-même devient un outil. Parce que quand personne ne sait ce qui est vrai, la prochaine action paraît toujours justifiée. Et maintenant, on arrive à la phrase finale qui boucle tout ça et qui te fait voir l'histoire autrement. Le vrai sujet, ce n'est pas Davos, c'est la réalité. Parce que ce texte ne décrit pas seulement des erreurs. Il décrit une méthode. Prendre des systèmes complexes, les réduire à des phrases simples et remplacer la vérification par l'impression. We got nothing. 100% of NATO. A piece of ice. Quand ces formules s'installent, elles ne changent pas juste une opinion. Elles changent ce que les gens acceptent comme possible. Et c'est ça, la boucle finale. Plus le récit devient spectaculaire, plus il devient viral. Et plus il devient dangereux parce qu'il te force à choisir une version du monde au lieu de comprendre le monde. Alors retiens cette idée.
Une démocratie ne tombe pas seulement quand les gens arrêtent de voter. Elle vacille quand les gens arrêtent de vérifier. Si tu veux que je continue à décortiquer ce genre de discours, abonne-toi et active la cloche. Parce que la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas une phrase sur l'OTAN ou le Groenland. Ce sera une phrase qui te concerne directement.